va parler de ce qu'on appelle les mécanismes réactionnels. Donc, le mécanisme réactionnel, en fait, c'est les processus microscopiques qui expliquent comment est-ce qu'on peut passer des réactifs aux produits. La transformation chimique, c'est le passage de l'état initial d'un système à l'état final. Par système, on va parler des espèces chimiques, de leur état physique, de leur quantité de matière, de la température du milieu, de la pression. L'évolution du système chimique au niveau microscopique est complexe et se fait en général en plusieurs étapes. La réaction chimique, c'est la modélisation en un seul processus au niveau macroscopique de la transformation chimique. On va simplement s'intéresser aux réactifs et aux produits. Donc par exemple, la combustion complète du charbon dans l'air. Les réactifs sont le charbon solide, le dioxygène qui est un gaz, et les produits, c'est le dioxyde de carbone. Enfin, on associe à la réaction chimique l'équation de la réaction, qui est juste son écriture symbolique en utilisant les formules des espèces chimiques. Donc notre exemple, C solide plus O2 gaz donne CO2 gaz. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le mécanisme réactionnel, c'est la description microscopique des différentes étapes qui permettent de passer des réactifs aux produits. Alors, il faut bien comprendre que les réactions chimiques n'ont pas lieu par hasard. Vous avez appris depuis la seconde à reconnaître les groupes caractéristiques. C'est pas pour rien, c'est que s'il y a un groupe caractéristique dans une molécule, il donne des propriétés particulières. C'est très souvent au niveau de ces groupes caractéristiques que vont se créer ou que vont se briser les liaisons chimiques qui permettent d'expliquer le passage des réactifs aux produits. Une des grandeurs qui permet d'expliquer comment est-ce qu'on passe des réactifs aux produits, c'est ce qu'on appelle l'électronégativité. Vous avez vu en seconde ce que c'était que la liaison covalente. Donc la liaison covalente, c'est la mise en commun de deux électrons, de deux atomes différents. Il faut comprendre que la liaison covalente, c'est un cas idéal. Je vais faire une analogie. Imaginez deux personnes qui dorment dans le même lit, avec une seule couette. Les deux personnes représentent les atomes et la couette représente la liaison covalente. Si tout se passe bien, la couette va être partagée équitablement entre les deux personnes. Si, par contre, une des deux personnes est frileuse, il y a des chances qu'elle tire la couverture de son côté. Donc on va se retrouver avec une couette qui va être décalée du côté de la personne frileuse. Dans ce cas-là, c'est plus un partage équitable, et c'est plus ce qu'on appelle une liaison covalente. En chimie, l'analogie, ça correspondra à ce qu'on appelle une liaison polarisée. En fait, certains atomes vont avoir tendance à attirer de leur côté les électrons de la liaison covalente. Des atomes qu'on va dire électronégatifs. L'électronégativité qu'on note qui, c'est donc la tendance d'un atome à attirer vers lui les électrons d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé. Comme il attire vers lui les électrons, il va se retrouver avec une charge partielle négative. Et de l'autre côté, l'atome qui sera peu électronégatif aura lui une charge partielle positive. Le fait que la liaison soit polarisée ou pas va dépendre en fait de la différence d'électronégativité entre les deux atomes engagés dans cette liaison. Si elle est comprise entre 0,4 et 2, la liaison sera dite polarisée et donc effectivement l'atome électronégatif aura une charge partielle négative alors que l'autre aura une charge partielle positive. On peut prendre cet exemple. Donc pour une liaison AB avec l'atome A qui est moins électronégatif que l'atome B, pour une différence d'électronégativité inférieure à 0,4, la liaison est apolaire, c'est une liaison covalente. Si elle est comprise entre 0,4 et 2, dans ce cas la liaison est polarisée. Et si elle est supérieure à 2, là on a une liaison ionique, notamment comme dans les cristaux. Alors dans ce tableau, on a représenté les électronégativités des différents éléments chimiques. Ceux qui sont en vert ou en bleu sont des éléments qui sont peu électronégatifs, alors que ceux qui sont orange ou rouge sont très électronégatifs. On voit que les moins électronégatifs sont ceux qui sont situés en bas à gauche, et ceux qui sont les plus électronégatifs sont ceux qui sont situés en haut à droite du tableau. Alors dans ceux que vous rencontrez souvent, les atomes d'hydrogène ou de carbone sont peu électronégatifs, alors que l'azote, l'oxygène et les halogènes, donc fluor, chlore, brome, sont très électronégatifs.
Ça signifie que les liaisons OH, CO, NH et C halogène sont polarisées et que les liaisons CH ne le sont pas. Évidemment, des liaisons entre deux atomes identiques ne sont pas polarisées. Donc les liaisons HH, CC, OO ne seront pas polarisées. Il faut se rappeler qu'une réaction chimique, c'est finalement des liaisons qui se brisent et des liaisons qui se créent. C'est donc des déplacements de doublets d'électrons. Pour comprendre ce qu'il se passe, il est donc important d'être capable de voir dans une molécule les endroits qui sont susceptibles de donner des doublets d'électrons et les endroits qui sont susceptibles d'accepter des doublets d'électrons. C'est ce qu'on appelle les sites donneurs de doublets et les sites accepteurs de doublets d'électrons. Dans les sites donneurs de doublets d'électrons, on va retrouver les atomes porteurs d'une charge négative, c'est le cas de l'atome d'oxygène dans l'ion HO-. Les atomes porteurs d'un doublet non-liant, donc l'oxygène, l'azote, les halogènes. Les atomes porteurs d'une charge partielle négative, donc ceux qui sont engagés dans une liaison polarisée et qui sont électronégatifs. Et enfin, on va retrouver les liaisons multiples, liaisons doubles ou liaisons triples. Dans les sites accepteurs de doublets d'électrons, on va retrouver les atomes porteurs d'une charge positive, comme l'ion H+, et les atomes porteurs d'une charge partielle positive, c'est-à-dire les atomes peu électronégatifs qui sont engagés dans une liaison polarisée. Pour comprendre ce qui se passe, on va prendre l'exemple d'une réaction chimique. Donc là, c'est la transformation d'un alcène en alcool. Cette réaction a lieu en 3 étapes. Et ce qu'on va vous demander, ce n'est pas de deviner ce qui se passe, mais c'est en regardant les réactifs et les produits de chaque étape, d'expliquer ce qui s'est passé. Pour ça, il est important d'être capable d'identifier les sites accepteurs et les sites donneurs de doublets d'électrons. Dans cet exemple, je remarque que l'hydrogène de l'ion H+ se trouve relié au carbone à droite de la première molécule et qu'il y a une liaison double qui a disparu. L'ion H+ est un site accepteur, la liaison double c'est un site donneur. Et pour indiquer le déplacement de doublets d'électrons, je vais faire une flèche courbe qui va toujours aller du site donneur vers le site accepteur. Dans l'étape 2, donc je remarque qu'il y a l'oxygène de la molécule d'eau qui s'est relié au carbone qui porte une charge positive. Le carbone qui porte une charge positive, c'est le site accepteur. Et l'oxygène qui a des doublets non liants, c'est le site donneur. Donc de la même manière, je vais faire une flèche courbe qui va du site donneur vers le site accepteur. Dans la dernière étape, donc je remarque que l'hydrogène qui était relié à l'oxygène qui a une charge positive s'est détaché de la molécule. Donc je vais simplement faire une flèche courbe qui va de la liaison OH vers la charge positive de l'oxygène. Si je fais la somme de toutes les étapes du mécanisme réactionnel, je vais retrouver l'équation de la réaction. Première chose, je remarque que le produit de l'étape 1 est consommé dans l'étape 2. De la même manière, le produit de l'étape 2 est consommé dans l'étape 3. Et enfin, les hydrogènes qui sont consommés à l'étape 1 sont régénérés à l'étape 3. Donc en faisant la somme de tout ça, je retrouve l'équation de la réaction. Et dernière chose, je remarque que l'hydrogène qui intervient dans le mécanisme réactionnel n'intervient pas dans le bilan de réaction. L'hydrogène qui est consommé à l'étape 1 est régénéré à l'étape 3. Donc ça, c'est une des caractéristiques des catalyseurs. L'hydrogène catalyse donc cette transformation chimique.